semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue. Inauguration ce lundi 11 décembre 2017 du bâtiment administratif du gouvernement par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Situé sur le boulevard Triomphal à quelques pas du Palais du Peuple, ce bâtiment va abriter quelques secrétariats généraux des ministères ainsi que d'autres services de l'administration publique. Et puis, la journée internationale des droits de l'homme est célébrée le 10 décembre de chaque année en RDC sous le thème « Ensemble, défendons les droits de l'homme face à la montée de l'intolérance et du terrorisme ». Cette journée a été célébrée ce lundi 11 décembre. À cet effet, le ministre congolais des droits humains a prévu une campagne de sensibilisation dans les 4 langues nationales pour faire connaître à la population ses droits. Une occasion aussi pour le BCNUDH de saluer les avancées significatives de la RDC en ce qui concerne les droits de l'homme. L'UDPS a clôturé son congrès de 3 jours le dimanche 10 décembre 2017, à l'issue duquel Bruno Tshibala a été désigné président national du parti. C'est donc la principale résolution de ce congrès. Bruno Tshibala, à l'issue de son élection, s'est engagé à réunifier l'UDPS en vue de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections. Il s'est dit ouvert à une alliance avec d'autres formations politiques. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré ce lundi 11 décembre 2017 le bâtiment administratif du gouvernement. L'immeuble est bâti sur l'ancien emplacement du supermarché Tembe na Tembe des années 70-80 sur le boulevard Triomphal à côté du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Fruit de la coopération sino-congolaise, ce bâtiment a été construit par l'entreprise chinoise Jiangsu Nangtong Construction. C'est une bâtisse de 5 niveaux, soit un rez-de-chaussée et 4 étages qui va abriter quelques secrétariats généraux des ministères ainsi que d'autres services de l'administration publique. La construction de ce bâtiment annoncé voici 2 années seulement lors de l'inauguration de l'hôtel du gouvernement sur le boulevard du 30 juin s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique, programme qui concerne aussi le rajeunissement de la fonction publique à travers la formation de nouveaux cadres à l'École nationale d'administration ENA. Intervenant au nom du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères empêché, le vice-ministre des Affaires étrangères, Agé Matembo Toto, a salué la coopération agissante entre la RDC et la Chine dans ce nouveau bâtiment administratif n'est pas la première réalisation. Agé Matembo a aussi rendu un hommage mérité au chef de l'État dans la présence à cette cérémonie d'inauguration constituée le gage de sa détermination et son engagement pour la matérialisation de sa vision de modernisation de la RDC. En dehors de tout ce qui est visible, plusieurs interventions de haute facture ont été réalisées dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique de la République démocratique du Congo. C'est ici qu'il nous revient de saluer et de remercier les experts chinois, à travers eux les gouvernements de la République populaire de Chine, pour son implication dans le processus de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence en ces lieux est le gage de votre détermination à soutenir et à encourager la République populaire de Chine d'aller de l'avant en étendant ses interventions dans tous les secteurs de la reconstruction de notre pays que vous pilotez de maître dans le seul but de bâtir un grand Congo plus beau qu'avant. Abondant dans le même sens, avant le vice-ministre congolais, Madame Niimel, vice-présidente de la Jiangsu Nangtong Construction, a également remercié le président Kabila pour son suivi personnel du projet du début jusqu'à son achèvement. Et l'ambassadeur de la Chine en RDC a aussi abondé dans le même sens avant d'annoncer le lancement dans un très proche avenir des travaux de construction, toujours à Kinshasa, d'un centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale. Je déclare solennellement, dans un futur proche, le Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale, un projet dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine qui se dressera à Kinshasa, tout près d'ici, et qui sera un autre joyau offert par la Chine à la RDC, aidera les artistes congolais ainsi que ceux d'Afrique à valoriser et à promouvoir leur culture traditionnelle splendide. Introduisant tous les intervenants de la cérémonie, le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, a invité les futurs occupants de cet immeuble ainsi que les visiteurs à le garder en bon état. Je ne saurais clore mon mot
sans inviter d'une part les usagers de ce bâtiment administratif à en prendre grand soin, en bon père de famille, et d'autre part les Guinoises et Guinois qui auront à les fréquenter, à protéger ce bien public qui vient enrichir notre patrimoine commun et contribuer ainsi au rayonnement de notre capitale. Que vive la coopération sino-congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Mbote! Mbote! Souriez! Vous êtes à Kinshasa, le siège des institutions. Je vous remercie. Après avoir coupé les rubans symboliques d'inauguration, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a effectué une visite des installations du bâtiment qui est déjà complètement équipé et n'attend plus que ses occupants. Un mini-sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac a eu lieu au Congo-Brazzaville le 9 décembre dernier. À l'invitation de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président en exercice de la CIRGL, le président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, le président de l'Angola, Joao Manuel Lourenço, ont pris part à ce mini-sommet. Une rencontre inscrite dans le cadre des consultations régulières de la Troïka de la CIRGL avec les États membres de la région sur des questions d'intérêt commun en application des conclusions du dernier sommet de la CIRGL tenu en septembre, toujours à Brazzaville. Les entretiens entre les trois chefs d'État ont porté sur les questions internationales et sous-régionales. Sur le plan international, les chefs d'État ont salué la tenue du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan qui a porté essentiellement sur la migration clandestine à l'origine de nombreux drames en Libye et en Méditerranée. Ils ont réitéré la nécessité de trouver une solution durable à ce grave problème. Dans la sous-région, les chefs d'État ont évoqué l'évolution des situations en RCA, au Soudan du Sud, au Burundi, au Kenya, en République du Congo et en République démocratique du Congo. Ils se sont félicités de l'aboutissement du processus électoral au Kenya. Ils ont déploré la persistance des violences en RCA en appelant la communauté internationale d'apporter un soutien plus ferme pour la stabilisation et la réconciliation nationale en République centrafricaine. Au sujet de la RDC, les trois chefs d'État se sont réjouis de la publication du calendrier électoral qui constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2017. Ils ont réitéré l'appel du président de la CIRGL à tous les acteurs politiques et la société civile de la RDC à préserver la paix et à se mobiliser en vue de la mise en œuvre de l'agenda électoral dans l'unité, la sérénité et le dialogue. Les chefs d'État ont condamné l'ignoble attaque perpétrée contre le contingent de la MONUSCO à Beni qui a causé la mort des casques bleus et des éléments FARDC. Ils ont présenté leurs vives condoléances aux Nations Unies, à la SADC, aux FARDC ainsi qu'aux familles des victimes. Denis Sassou Nguesso a remercié ses hôtes Joseph Kabila Kabange de la RDC et Joao Lourenço de l'Angola pour avoir répondu à son invitation. Sur invitation du président Joseph Kabila Kabange, les présidents de la République du Congo et celui de l'Angola ont accepté d'effectuer une visite de travail en RDC dont la date sera précisée. Retenons que c'est dans une ambiance empreinte de fraternité et de parfaite compréhension mutuelle que se sont déroulés les entretiens entre les trois chefs d'État. Célébration de la Journée internationale des droits de l'homme ce dimanche 10 décembre 2017 partout dans le monde entier. Une campagne de sensibilisation à cet effet a été lancée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à l'égard de tous les pays du monde en vue de respecter les droits humains. En République démocratique du Congo, cette journée a été célébrée ce 11 décembre 2017 sous le thème « Ensemble, défendons les droits de l'homme face à la montée de l'intolérance et du terrorisme ». Selon Abdelaziz, représentant pays du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, sa structure s'est dans le devoir de saluer les autorités RD congolaises qui ont ratifié les conventions aux droits de l'homme et qui essayent de les respecter progressivement. Je pense également aux défenseurs des droits de l'homme, aux journalistes et autres acteurs des médias qui ont payé de leur vie leur engagement en faveur des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme est loin d'être un texte parfait, mais elle demeure la fondation qui fait consensus. Du haut de ses 70 ans,
Ce texte aurait pu être considéré comme dépassé, suranné. Cependant, eu égard à l'immensité des obstacles à la réalisation des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, sans oublier les droits de solidarité affirmés dans cette déclaration, face aux défis contemporains qui représentent le terrorisme, qui met en lumière une cruauté humaine et une barbarie inimaginable à notre époque, face à la recrudescence de conflits violents et meurtriers qui sont autant de menaces au droit à la paix et au développement, et vu les conséquences des dits conflits en termes de violations graves des droits de l'homme, force est de reconnaître que la Déclaration universelle des droits de l'homme conserve toujours toute son actualité. Représentant la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchébekwa, à cette cérémonie, son directeur de cabinet, Dodi Koulou, a fait savoir que le ministère des Droits humains a prévu une campagne de sensibilisation des droits de l'homme dans les 4 langues nationales. Question de faire comprendre à la population ce que sont les droits de l'homme. Il convient de rappeler la maxime selon laquelle il ne peut y avoir de paix sans développement, ni de développement sans paix, et il ne peut y avoir ni paix ni développement sans le respect des droits humains. Pour réussir ce pari, le ministère des Droits humains a prévu dans sa feuille de route les campagnes nationales de vulgarisation du Vadmekoum des droits et devoirs fondamentaux des citoyens traduits dans les 4 langues nationales. En effet, lorsqu'il y a des violations graves des droits de l'homme, les résultats sont dévastateurs, non seulement vis-à-vis des individus, mais aussi pour le développement économique et social de l'ensemble de la communauté. Ceci revient à dire que les droits de l'homme sont essentiels et indivisibles tous les jours, bien qu'une date ait été retenue pour célébrer cette journée. Il y a lieu de souligner que la République démocratique du Congo a connu des avancées significatives au cours de cette année en matière des droits de l'homme. Pour preuve, le pays de Joseph Kabila a été élu et fait partie des conseillers au Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à la détermination du gouvernement et la bonne collaboration avec les différents partenaires, dont les agences des Nations Unies. Bruno Tshibala a été élu ce dimanche 10 décembre président de l'IDPS El Tshibala. C'est l'une des résolutions du congrès de ces partis qui s'est clôturé à la même date à Kinshasa. Selon les rapporteurs du congrès, le nouveau président de l'UDPS est appelé à mettre en place les autres structures du parti dans le meilleur délai. Ce congrès avait pour l'objectif d'élire les nouveaux présidents de ces partis, d'unifier les partis avec tous les membres, rapatrier les corps d'Etienne Tshisekedi pour son enterrement à Kinshasa et redynamiser la commission électorale du parti en vue de la victoire de l'IDPS aux élections du 23 décembre 2018. Bruno Tshibala s'est également engagé à offrir à Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2018, des obsèques dignes de son rang. Il a promis de prendre possession du siège de l'IDPS à Limité, qu'il a rebaptisé immeuble Etienne Tshisekedi, car d'après lui, il s'agit d'une partie du patrimoine du parti. Pour Augustin Kabouya, porte-parole de l'IDPS incarné par Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound, Bruno Tshibala s'était déjà auto-exclu de l'IDPS. Il n'a ni qualité, ni pouvoir de parler au nom du parti et de convoquer les congrès du parti. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, David Grisley, et l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC, Paul Ignace, sont arrivés le dimanche 10 décembre 2017 à Beni, dans le Nord Kivu. L'objet de leur mission est d'évaluer la situation sécuritaire dans cette partie du territoire congolais après l'attaque du 7 décembre 2017. Dans une déclaration à la presse, le dimanche 10 décembre 2017, le parti politique de l'opposition RCD-KML condamne l'attaque dont ont été victimes le casque bleu de la MONUSCO ainsi que le militaire de FARDC. Les membres de ce parti politique ont demandé de ce fait au gouvernement congolais de tout mettre en œuvre pour rétablir la paix et de mener une enquête sérieuse pour lever le voile et dénicher le circuit d'approvisionnement
en tenue des FARDC ainsi qu'en matériel militaire de ces rebelles. Ce qui justifie la descente de David Grizzly et Paul Ignace dans les territoires de Béni au nord Kivu, afin de mettre à la lumière sur tous les massacres y est perpétrés. Selon les sources de la MONUSCO, ces 2 diplomates ont visité la base attaquée et une autre se trouvant à une quarantaine de kilomètres dans la localité de Kamango. Par ailleurs, les 2 diplomates ont participé à une cérémonie d'hommage aux 15 casques bleus tanzaniens tués au cours de l'attaque dans leur base aux abords du pont Semuliki sur la route Mbao-Kamango dans les territoires de Béni. Du reste, le parti politique de l'opposition RCD-KML demande à la communauté internationale de s'investir pour qu'une enquête internationale soit diligentée, vu que les crimes perpétrés de plusieurs années déjà dans le territoire de Béni relèvent de la justice internationale. L'Assemblée provinciale de la Tchopo a voté et adopté le samedi 9 décembre 2017 à l'unanimité le budget de la province pour l'exercice 2018 à plus de 72 millions de dollars américains. Ces chiffres contiennent une augmentation d'environ 18 milliards de francs congolais par rapport au budget rectificatif de l'exercice 2017. Selon le numéro 1 de la province, Constant Lomata, l'objectif global de son programme est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de la Tchopo. Par ailleurs, quelques recommandations ont été adressées à l'exécutif provincial par les groupes parlementaires bien avant l'adoption de ces budgets, notamment l'insertion d'une ligne budgétaire pour appuyer la vaccination ainsi que la révision de certains contrats en vue de la mobilisation des recettes au profit de la province. Ces élus du peuple ont aussi demandé l'effectivité de la rétrocession aux entités territoriales décentralisées des millions de francs congolais réduite actuellement à environ 50%. Le gouvernement congolais a décidé de relancer les activités du parc agro-industriel de Bukangalonzo, a indiqué les ministres auprès le Premier ministre Tchiba Nkalala le week-end dernier. Réagissant aux déclarations de la Ligue congolaise de consommateurs qui, dans un rapport publié sur base d'un audit diligenté par les ministères de Finances, accuse les autorités de ce parc de corruption, Tchiba Nkalala affirme qu'il y a de problèmes de gestion et qu'il détient des éléments qui démontrent cette malversation. Partant de ces rapports, la Ligue Coco révèle que le parc a enrichi des responsables de ce projet et certaines autorités. Se référant à ces accusations, les ministres auprès le Premier ministre rassurent qu'une enquête approfondie et sérieuse sera menée pour établir les responsabilités et permettre ainsi à la justice de faire son travail. Néanmoins, il a exhorté les uns et les autres à ne pas lancer les phrases en l'air et attaquer les gens, ce tout en insistant sur le fait qu'il faut respecter la dignité de chacun. Pour rappel, le parc agro-industriel de Bukangalonzo, qui dispose de près de 80 000 hectares, avait été lancé le 15 juillet 2014 dans les territoires de Kenge au Congo, avec pour objectif principal d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la RDC. Le stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa a servi de cadre le dimanche 10 décembre 2017 pour la rencontre entre le FC Renaissance du Congo et les Daring Club Motema Pembe. Match remporté par les Daring sous la marque de 1-0 dans le cadre de la 5e journée de la zone ouest de la Ligue nationale de football. L'unique but de la partie a été l'œuvre de Ricky Toulengi sur un coup franc direct à la 14e minute de jeu. Malgré quelques tentatives de deux côtés, le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Notez en outre que ce match s'est joué au lendemain de la suspension du président du Football Club Renaissance du Congo, l'évêque Pascal Mukuna, par la Ligue nationale de football Linafoot pour de propos diffamatoires à l'endroit de la Linafoot. L'évêque Mukuna devra passer un mois sans se rendre au stade pour assister au match de son équipe. Place à présent au rappel de titre. Inauguration ce lundi 11 décembre 2017 du bâtiment administratif du gouvernement par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Situé sur le boulevard Triomphal à quelques pas du Palais du Peuple, ce bâtiment va abriter quelques secrétariats généraux des ministères ainsi que d'autres services de l'administration publique. Et puis, la journée internationale des droits de l'homme est célébrée le 10 décembre de chaque année en RDC sous le thème « Ensemble, défendons les droits de l'homme face à la montée de l'intolérance et du terrorisme ». Cette journée a été célébrée ce lundi 11 décembre. À cet effet, le ministre congolais de droits humains a prévu une campagne de sensibilisation dans les 4 langues nationales pour faire connaître à la population ses droits. Une occasion aussi pour le BCNUDH de saluer
les avancées significatives de la RDC en ce qui concerne les droits de l'homme. L'UDPS a clôturé son congrès de 3 jours le dimanche 10 décembre 2017, à l'issue duquel Bruno Tshibala a été désigné président national du parti. C'est donc la principale résolution de ce congrès. Bruno Tshibala, à l'issue de son élection, s'est engagé à réunifier l'UDPS en vue de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections. Il s'est dit ouvert à une alliance avec d'autres formations politiques. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, merci de suivre la revue de presse des journaux paris en ligne sélectionnés résumés pour vous sur BC TV. Commençons avec Forum des As qui note en grand titre: au terme du congrès extraordinaire du parti, Bruno Tshibala succède à Etienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS. Considéré comme l'héritier politique d'Etienne Tshisekedi, le premier ministre Bruno Tshibala Nzenze vient d'être élu président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Il succède ainsi à Etienne Tshisekedi à la tête de ce parti phare de l'opposition congolaise. Bruno Tshibala a été officiellement porté à ce poste par les combattantes et combattants du parti venus de Kinshasa, du pays profond et de l'étranger. C'est au terme d'un congrès extraordinaire dont les travaux se sont clôturés le dimanche 10 décembre au centre féminin Maman Mobutu à la 13e rue Lumété. Comme il fallait s'y attendre, Bruno Tshibala a finalement été élu président national de l'UDPS avec 483 voix sur 477 votants. Prenant l'exacte mesure des enjeux politiques de l'heure, les congressistes ont estimé que cela touche Tshibala qui convient exactement pour combler les vides immenses laissés par la disparition de l'icône de la lutte pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit en RDC. Le désormais président national de l'UDPS s'est engagé à faire tout son possible pour toujours faire rayonner, tant au niveau national qu'international, le nom de ce parti politique qui se veut la fille aînée de l'opposition congolaise. Poursuivons cette revue de presse avec les sites Congo Virtuel qui titre Jean-Marc Kaboun démoli sur Top Congo FM. Qui a envoyé Jean-Marc Kaboun au débat avec la presse sur Top Congo FM? Les auditeurs de cette radio n'ont cessé de se poser cette question durant 75 minutes qu'a duré ce qu'ils qualifient de massacre du secrétaire général de l'UDPS Limité. Au cours de l'émission Top Presse le samedi 9 décembre 2017, la transition sans Kabila et constitution, processus électoral, succession de Etienne Tshisekedi et j'en passe, les chefs de l'administration de l'UDPS s'est escrimé comme un diable dans un bénitier pour échapper à la perspicacité de 5 chevaliers de la plume très faits de l'actualité. Durant l'échange, Kaboun a eu du mal à répondre aux questions les plus essentielles que se pose l'opinion sur les options levées par l'UDPS Limité pour son combat politique et qui devient essentiel pour ce parti. Sur le sujet d'une transition sans Kabila par exemple, Kaboun est allé jusqu'au bord de l'explosion lorsqu'il s'est montré incapable de démontrer aussi bien la légalité d'une telle formule par rapport à la constitution qu'il dit toujours en vigueur que son opérationnalisation pratique. De même, il s'est montré incapable jusqu'à exaspérer même le journaliste de dire comment dans une transition sans Kabila, les institutions fonctionneraient sans un parlement pour voter les lois, ni un gouvernement pour gérer les pays ou encore une centrale électorale pour organiser les élections. Et ce n'est pas parce qu'il prétend que tout ceci relève des stratégies qu'on ne dévoile pas que Kaboun croit avoir trompé la vigilance de l'opinion qui retient tout simplement qu'il n'y a rien derrière toutes ces idées, sinon une anarchie sans aucun socle idéologique ni conviction. Enfin, bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio onusienne qui titre à sa une Kinshasa, lundi 11 décembre, la date butoir pour s'acquitter des vignettes automobiles 2017. Des propriétaires de véhicules et motos non en règle avec la taxe et vignette 2017 de la ville de Kinshasa sont sommés de s'acquitter de leurs devoirs civiques au plus tard lundi 11 décembre. Les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, l'a rappelé dimanche 10 décembre à la radio Okapi. Selon lui, cette décision est prise par le gouverneur André Kimbuta pour renflouer les caisses de la direction générale des recettes de Kinshasa DGRK afin notamment de permettre au gouvernement provincial de construire les routes. Le général Silvano Kasongo précise qu'à ce délai, les contrevenants verront leurs véhicules ou motos saisis par la police. Le propriétaire de véhicules qui seront saisis et amenés à la fourrière seront dans un premier temps appelés à ne payer que la vignette. Il n'y aura pas d'amende, a-t-il précisé. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.
Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi de travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.